justement à s'opposer à la volonté de guerre et à la volonté surtout de ces puissances extérieures d'envoyer la jeunesse française à l'abattoir. Vous savez, je ne parle pas de mon cas personnel, moi j'ai été mobilisé, j'avais 28 ans, j'ai été mobilisé en 1939 et j'ai failli y rester. Mais enfin, c'est pour vous dire, j'appartenais à cette jeunesse que l'on a envoyée là-bas, sans qu'on sache exactement pourquoi, car je vous assure que les Français, à cette époque-là, je suis un peu plus âgé que la plupart d'entre vous, je peux le dire, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas enthousiastes, pour une raison qui est simple, c'est qu'ils ne savaient pas très très bien pourquoi on les envoyait à l'abattoir. Donc Céline a écrit ces livres-là, justement, pour traiter de ces questions et de ces problèmes. Après Bagatelle pour un massacre, il en a écrit un second, un autre, qui est un peu différent, moins romantique si l'on veut, moins dispersé, mais axé encore plus directement sur le danger de guerre que font courir sur les Français les puissances anglo-saxonnes et soviétiques. C'est l'école des cadavres. L'école des cadavres, je ne vous en dirai pas plus, il développe le même thème avec beaucoup de verve, beaucoup de fantaisie et beaucoup de violence. Je me contenterai de vous citer un petit passage de cette école des cadavres, parce que on y trouve, dans ce passage, quelque chose qui est l'essentiel de la personnalité de Louis-Ferdinand Céline. Il parle là-dedans de la guerre, évidemment, de la façon dont elle est faite, de ce qui a été fait en 1914, 1918, des Français, de la manière dont les Français se sont battus. Et à un moment donné, il écrit ceci. À propos de l'armée de la France et de la guerre qu'il sent venir, ça c'est moi qui le sais, et qui lui fait horreur, il écrit dans l'école des cadavres. La partie vraiment sérieuse, essentielle de l'armée, sans aucune substitution, suppléance possible, c'est la gradaille petite bourgeoise. Tous les bacheliers dans la danse. Sans les petits grades des bourgeois, sergent, serfil, lieutenant, capitaine de réserve, l'armée française n'existe plus. La horde seulement, comme ça. Toute seule, c'est la débraillerie qui commence. La foire aux armées, le vertige de toute la canaille. À la première anicroche, tatouille, catastrophe, c'est pesé. Ça se terminerait en 8 jours. Les petits cadres se recrutent bien que dans la petite bourgeoisie, la prévoyante, la constipée, la mesquine. Sans la petite bourgeoisie, évolution de masse impossible, pas de raccrochage au terrain. La ténacité, le ressort, la tête de cochon dans le malheur, la fierté du devoir accompli, le sens hargneux du sacrifice, toutes ces balancelles sinistres sont des vertus petites bourgeoises, très proches parentes traditionnelles du très bien savoir se priver, du jamais rien prendre à crédit, de la prévoyance du lendemain, de la féroce économie, de l'existence pauvre mais honnête, du rien demander à personne, du faire honneur à ses affaires. Ces dignités cafardeuses font merveille sur les champs de bataille. Elles valent à l'armée française, ces extraordinaires petits cadres, admirablement sérieux, valeureux de bravoure tranquille, sans limite, infiniment prévoyants de toutes les embûches, inlassablement redresseurs de toutes les situations les plus précaires, les plus effroyables, jamais défaillants, jamais vautrés, jamais sous, jamais exigeants que pour eux-mêmes, jamais gaspilleurs d'hommes ni de mots, toujours regardants, toujours soupçonneux des démonstrations coûteuses, pas spectaculaires pour un rond, petit gradé parfaitement responsable, jamais gaspilleurs de rien, ni d'un chargeur, ni d'une gamelle, anti-prodigues, seulement généreux de leur propre sang et jusqu'à la dernière goutte pour leur escouade, leur unité. Toujours les premiers à la pipe, sans arrière-pensée de gloriole ou de récompense. Citations et médailles ne peuvent pas beaucoup les régaler, vu leur disposition jalouse, hargneuse, dénigrante. Ils se trouvent mieux dans le devoir tout sec. Les honneurs pour autrui les vexent, les honneurs pour eux-mêmes les gênent. Petits bourgeois de la sorte, si crasseux, si rebutants, si dégueulasses, si peu lyriques en temps de paix, deviennent facilement à la guerre de drôles de héros formidables, martyrs extrêmement susceptibles, qui ne demandent rien à personne, et calanchent comme ils ont vécu dans la haine des témoignages et des appréciations flatteuses. Dans cette page, Louis-Ferdinand Céline dit ce qu'il est, un homme du petit peuple, un homme de la petite bourgeoisie. Et
c'est une des choses que nous pouvons le plus admirer en lui. Car Louis-Ferdinand Céline, c'est le peuple, et c'est certainement, du point de vue littéraire, ce que le peuple a produit de mieux, de meilleur dans notre langue. On le voit à travers un passage comme celui-là, où il rend hommage à tout ce qui est son monde, à lui, ce petit monde auquel il a toujours été tellement attaché. Après l'école des cadavres, évidemment, c'est la guerre. Alors, après la guerre, dans les quelques jours qui ont suivi la guerre, il publie Les Beaux Draps. Les Beaux Draps, bon, c'est pour dire, il ne dit pas exactement, je vous l'avais bien dit, mais quand même, vous voyez maintenant où on en est. J'ai écrit 2 bouquins pour vous prévenir, pour vous dire faites attention, vous allez avoir une guerre effroyable, on va vous envoyer à l'abattoir, ça va être ridicule, grotesque et pénible. C'est ridicule, c'est grotesque et c'est pénible. Maintenant, nous sommes dans 2 beaux draps. C'est la guerre, c'est l'occupation. Céline continue à écrire, mais il ne fait pratiquement plus de politique. On a évidemment réussi à trouver de lui une vingtaine de lettres qu'il a écrites, qui ont été publiées d'ailleurs par les gens qui veulent prouver à tout prix qu'il a été collaborateur, ce qui est faux, ce qui est idiot. Céline n'a appartenu à aucun groupe, à aucun mouvement, il n'a même participé à aucun journal, il n'a pas donné d'article, il a simplement entretenu des amitiés, il a continué à entretenir ses amitiés, et il a écrit quelques lettres. Donc pas d'engagement, ce qui n'empêche qu'il a été dénoncé, notamment à Londres, où on lui a promis que s'il restait à Paris le jour du débarquement, il serait haché menu sur la place du Tertre. Il n'a pas attendu, et il a bien fait, il est parti en exil. Il a traversé l'Allemagne, il a raconté tout ça, il est arrivé au Danemark, et au Danemark, il a été arrêté sur la demande du gouvernement français, qui a écrit à l'ambassade française au Danemark pour demander que l'on arrête Céline et qu'on l'extradie. Le gouvernement danois est un gouvernement sévère. Il a commencé par mettre Céline en prison. Après tout, c'est dit, c'est un collaborateur, un traître, on le met en prison. Mais à l'examen, quand même, les Danois se sont dit, il n'y a peut-être pas matière à l'envoyer là-bas, à l'extrader, parce que la justice française de l'époque ne leur paraissait pas briller par une sérénité à toute épreuve. Ils l'ont donc gardé. Ils l'ont gardé en prison 18 mois. Après 18 mois, ils l'ont libéré et il est allé se réfugier dans une chaumière que lui avait prêtée son avocat, maître Mikkelsen. Et c'est là que je lui ai rendu visite. Je suis allé le voir au Danemark alors qu'il sortait de prison et je l'ai vu dans cette chaumière. J'étais avec 2 camarades, il nous a reçus admirablement, alors qu'en réalité tout le monde savait qu'il était extrêmement sur la défense, toujours, qu'il ne recevait à peu près personne. Il n'avait reçu au Danemark que 2 ou 3 de ses bons amis, dont je parlerai évidemment tout à l'heure. Nous, il nous a très bien reçus, nous sommes revenus. Dès mon retour à Paris, je lui ai écrit, et c'est de là qu'a commencé la correspondance qui est publiée dans ce bouquin, les 313 lettres qu'il m'a envoyées. J'ai essayé, dès mon retour ici, de l'aider. Alors, pour l'aider, c'était pas simple, c'était extrêmement difficile, car on ne pouvait pas, à ce moment-là, prononcer le nom de Céline ou l'écrire dans un journal sans le faire suivre d'une litanie d'injures, d'insultes et de propos absolument un peu plus que dénigrants. Ouais, il ne fallait parler de lui que comme d'un assassin, comme d'un bourreau nazi. Enfin, c'était ça, c'était le ton de l'époque. Il devait supporter ça. Alors, moi j'ai voulu l'aider quand même. De toute façon, j'ai essayé de faire passer quelques articles dans des journaux. Je suis arrivé très médiocrement. Mais enfin, c'était difficile, j'ai pu quand même prendre quelques contacts. J'ai essayé aussi évidemment de le faire rééditer, de le remettre en circulation. Je raconte tout ça dans le bouquin, je ne veux pas m'y attarder parce que ce sont des détails qui nous ont intéressés trop loin. Mais je tiens à signaler qu'il y a des gens qui se sont trouvés, à mon avis, tout à fait à la hauteur. Et je vais vous raconter ceci. À cette époque-là, je gagnais ma vie en faisant des dessins dans les journaux. Des caricatures, des dessins avec légendes, etc. Je travaillais notamment dans une revue que certains d'entre vous vont connaître, qui a disparu depuis une vingtaine d'années,
qui s'appelait Aux écoutes. Et toutes les semaines, nous nous retrouvions une dizaine de dessinateurs dans l'antichambre d'Aux écoutes, tous les lundis matins, avec notre carton à dessin sous le bras, et nous attendions l'arrivée du directeur, qui était Paul Lévy, juif, résistant, etc., et qui était un homme d'une courtoisie parfaite. Il arrivait, saluait tous les gens qui étaient là, très poliment, passait dans son bureau et attendait qu'une secrétaire prenne nos cartons, les amène dans le bureau de Paul Lévy, qui choisissait les dessins. La secrétaire revenait en nous disant « Monsieur Lévy a choisi cela » et nous passions à la caisse aussitôt. Ceux qui connaissent les mœurs journalistiques apprécieront. Nous étions enchantés. Paul Lévy était le seul qui faisait ça à ce moment-là. Et un jour, quelques jours après mon retour du Danemark, j'avais vu Céline là-bas, j'étais en train de me gratter pour savoir ce que je pourrais faire pour lui, qui je pourrais intéresser au sort de Céline. Et je dois le dire, quand j'irai après coup, je me suis dit avec une inconscience extraordinaire, j'ai demandé à être reçu par Paul Lévy pour lui parler de Céline. Je pense que, vraiment, je ne sais pas, je l'ai fait. Je suis entré dans le bureau de Paul Lévy, qui m'a regardé, qui m'a écouté, qui n'a rien dit. Alors je lui ai tout dit, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu Céline, il est dans un état déficient du point de vue de la santé, sa situation est terrible, je ne sais pas dans quelle misère il est là-bas, etc. Paul Lévy m'a écouté sans rien me dire, et puis au bout de 5 minutes, il s'est jeté en arrière, il a levé les bras, et il m'a dit, comment peut-on faire tant de mal à un homme de cette qualité? Il m'a parlé aussitôt de Céline, et il m'a dit, voulez-vous? Oui, vous pouvez. Et il m'a dit, écoutez, dites à Céline que je mets 100 000 francs à sa disposition tout de suite. C'était en 1948, n'est-ce pas? 100 000 francs tout de suite à sa disposition. Je n'ai pas besoin de vous dire que Céline n'a pas accepté les 100 000 francs, n'est-ce pas? Mais Paul Lévy l'a offert, et Paul Lévy a renouvelé cette offre. Il a envoyé à ses collaborateurs, qui s'appelaient Jean-Pierre Dorian, qui faisait une rubrique à Aux écoutes, qui était lui-même juif comme Paul Lévy d'ailleurs, pour renouveler l'offre de 100 000 francs à Céline, qu'il a une deuxième fois refusé, bien entendu. Alors, je le signale, je le dis, parce que un homme debout, eh bien, ça vaut la peine qu'on le salue en passant. Et moi, j'ai toujours gardé pour Paul Lévy une très grande estime. En tout cas, il a montré là, je peux vous dire que Paul Lévy, jusqu'au bout, a défendu Céline, jusqu'au bout, et il l'a fait avec un mérite extraordinaire, car il a été engueulé comme il n'est pas permis. Vous n'imaginez pas quelle injure il a dû supporter pour avoir pris cette attitude. Eh bien, il ne s'en est jamais départi, et jusqu'au bout, il a été un ami pour Céline. Alors, je vous le raconte, je vous le dis parce que ce sont quand même des choses devant lesquelles on doit s'incliner, à mon avis. Voilà. Donc, peu de temps après, est arrivé le procès de Céline, car Céline est en exil au Danemark, mais il était contumax, il n'était pas condamné. Alors, je passe évidemment sur toutes les histoires, tout mes démêlés avec les éditeurs pour le faire éditer, etc., des tas d'histoires. J'ai écrit tout ça, mais enfin, tout ça, ça nous traînerait trop loin. J'arrive au procès. Un jour, on a appris que le procès de Céline allait avoir lieu à telle date. Les quelques amis qu'il avait se sont aussitôt mis en campagne pour recueillir un maximum de témoignages en sa faveur. Alors moi-même, j'en ai recueilli un certain nombre, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai reçu pas mal de lettres, j'ai publié tout ça. Et Albert Parras, Marcel Aimé, Arletty, Daragnès, se sont tous démenés pour réunir des témoignages. On en a réuni pas mal. J'ai recueilli des témoignages extrêmement favorables et très dignes de gens comme Marcel Jouandeau, comme Thierry Molnier, qui n'avaient pas de contact, eux, avec Céline, qui n'avaient pas de réseau, qui ne le connaissaient pas, mais qui tout de même, n'est-ce pas, pensaient que ça valait la peine d'intervenir en sa faveur. Et le procès est arrivé. Alors le procès s'est déroulé d'une manière assez amusante. Céline était défendue par 2 avocats, Maître No et Maître Tixier-Vignancourt. Le premier avocat de Céline, l'avocat c'était No.
c'est nous qui, dès le premier jour, a défendu Céline, a instruit le dossier, n'est-ce pas. Mais beaucoup parmi les amis de Céline trouvaient que No était peut-être trop modéré. Hein. Ils lui disaient, vous savez, il y a Tixier-Vignancourt, alors celui-là c'est un boxeur, hein, c'est un puncher. Finalement, on est arrivé à faire une entente entre les deux, ça n'a pas été tellement commode, n'est-ce pas. No n'a pas vu arriver d'un très bon œil Tixier-Vignancourt. Mais enfin, tout de suite, toujours est-il qu'ils se sont trouvés tous les deux à la barre pour défendre Céline. Et il y a eu, à ce procès, un détail extrêmement intéressant que je vous livre. Il y a eu un moment où le président a dit au greffier, maintenant, lisez l'acte d'accusation. Or, l'acte d'accusation, je ne sais pas qui l'avait rédigé, mais c'était tout simplement un ensemble de citations de Céline, dans le genre de celles que je vous ai faites. Alors je peux vous dire que ça a été un spectacle que je n'oublierai jamais. Le greffier a commencé à lire ça d'une voix assez monotone, ça, et puis alors, les textes que vous connaissez et que vous supposez, tant et si... Alors on a vu le président commencer à sourire. On a vu des gens qui souriaient dans la salle. Et je peux vous dire que la fin de l'acte d'accusation s'est faite dans une intense rigolade. Tout le monde se marrait. Les citations de Céline. Voilà ce qui a été, pour moi c'est le plus grand souvenir que je garde de ce procès. Céline a été condamné, une peine très légère à la vérité, il a été condamné à 1 an de prison. Comme il avait déjà fait 1 an et demi au Danemark, on pouvait espérer que la peine serait couverte. Et puis là, évidemment la déchéance, enfin le truc habituel, pas la sérénité, mais enfin le truc, la dégradation, c'est ça, etc. Et la question qui s'est posée à ce moment-là était celle d'obtenir légalement que la peine de 1 an de prison couvre celle qui avait été faite au Danemark. Maître Wagner connaît ces questions-là évidemment beaucoup mieux que moi. Mais toujours est-il que c'était pas facile, c'était pas très commode, ça traînait en longueur. Et un jour, Tixier-Vignancourt a fait un de ses coups dont il est familier. Il a attendu 12h30, l'heure où le juge de la signature de qui dépendait la mise en liberté de Louis Fabian, la confusion des peines, n'est-ce pas, et par la suite évidemment l'amnistie. Tixier-Vignancourt s'est précipité sur ce juge au moment où il était en train de mettre son manteau dans le vestiaire, et il lui a dit, oh, excusez-moi, mais enfin, j'ai là un dossier, un petit mec qui a fait une connerie, parce qu'il a été condamné à 1 an par contumace, c'est 3 fois rien, si vous pouvez me signer ça tout de suite. Ben, ah bon, et comment s'appelle-t-il votre petit mec? On lui s'appelle Louis Détouche. Ah bon. Signature, c'est fait. Tixier-Vignancourt. Évidemment, il avait plus de punch que nous. Nous, c'était un très bon avocat et qui a très bien défendu Céline. Mais il y avait une différence entre nous et Tixier-Vignancourt. C'est que nous plaidaient le dossier le mieux possible pour un homme qu'il voulait sauver, mais un coupable. Tandis que pour Tixier-Vignancourt, Céline n'était pas un coupable, c'était un innocent, donc il n'y avait pas de problème. Alors évidemment, ça lui donnait beaucoup plus de punch. En fait, toujours est-il que ça s'est bien terminé. Alors Céline a pu revenir d'exil quelque temps après. Il a pris l'avion, il est venu à Nice et il s'est réfugié chez ses beaux-parents, chez les parents de sa femme qui étaient à Menton. Et c'est à ce moment-là que moi, excusez-moi, j'ai réussi à obtenir la réédition des œuvres de Céline chez Gallimard. J'ai à ce moment-là eu la possibilité d'intervenir et d'obtenir de Gallimard qu'il prenne Céline sous contrat. Et je veux dire que la séance, la scène, la conversation que j'ai eue chez Gaston Gallimard est quelque chose qui a été extrêmement pittoresque et intéressant. Gaston Gallimard, le potentat que vous savez, enfin, le puissant éditeur que vous savez, l'homme qui dicte ses conditions à n'importe qui, je l'ai vu devant moi, assis dans son fauteuil, tout à fait enfoncé, mais vous savez, hein, j'ai eu les plus grands écrivains, et j'ai loupé Céline. Alors, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'avoir maintenant. On me dit, c'est très simple,
Céline veut 18%, il veut 5 millions tout de suite, c'est la réédition de... J'ai tout déballé puisque je savais quelles étaient les adaptations de Céline. Et Gallimard a dit oui, pour avoir Céline, il aurait fait n'importe quoi. Car il l'avait loupé, il avait conscience que Céline lui avait échappé en 1932. Donc ça s'est très bien passé. Gallimard a signé le contrat et il m'a payé un billet d'avion pour que j'aille à Menton le porter à Céline pour qu'il le signe. C'est la première fois que je montais en avion d'ailleurs. Mon baptême de l'air, je l'ai fait aux frais de Gaston Gallimard. Et je suis allé à Menton, j'ai fait signer le contrat à Céline, et je me suis aperçu, il me l'a dit, qu'il s'embêtait follement là-bas, qu'il se déplaisait dans sa belle famille, qu'il faisait une chaleur à crever à Menton, et il m'a dit je repars avec vous à Paris. Ce qui fait que je suis revenu à Paris en avion avec Louis-Ferdinand Céline, l'admirable Lucette Détouche, sa femme, dont je n'ai pas encore dit le nom, mais enfin que je cite, Lucette Détouche, et puis alors 18 bagages et tous les chiens et les chats. Il y avait Bébert, il y avait Bessie, ils étaient tous là. Quand nous sommes débarqués au Bourget, car on est débarqué au Bourget, il y a eu un attroupement. Personne ne savait qui était il était complètement inconnu à ce moment-là, il était oublié complètement. Il y a eu un attroupement, tous les gens, nous avions autour de nous, mais 25 personnes qui le regardaient, et lui-même était là. Ceux d'entre vous qui connaissent sa silhouette voient ce que ça pouvait donner, de tenue assez négligée, comme souvent d'ailleurs, et avec en bandoulière une énorme sacoche qu'il avait déjà quand il avait quitté la butte en 1944, qu'il n'avait jamais abandonnée, dans laquelle il y avait au fond l'argent, son argent à lui, et sur lequel était toujours le chat Bébert, qui était dans la sacoche, assis sur l'argent. Et là, au retour, il était comme ça, n'est-ce pas, avec sa sacoche, et il disait, lui, il s'en rendait très bien compte, il me disait lui-même, vous savez, je suis filé à Sfog, de retour du tour du monde. Donc nous sommes arrivés au Bourget. Là, il a été pris en charge par un de ses amis, par quelqu'un qui ne le connaissait pas, mais enfin, qui est un monsieur, c'était le propriétaire des cartes à jouer Grimaud, monsieur Paul Marteau, qui avait beaucoup d'admiration pour lui, et qui, sans le connaître personnellement, il l'a connu à cette occasion-là, avait offert de l'aider à son retour à Paris. Il l'a hébergé quelques jours, et puis ensuite, Céline est allée s'installer définitivement à Meudon. Donc, Céline est de retour. Alors voici, maintenant, Céline est ici. Que va-t-il se passer du point de vue littéraire? Céline a un manuscrit très important et très beau qui s'appelle Ferry pour une autre fois. Un livre que pour ma part je trouve tout à fait admirable, dans lequel il y a des pages étonnantes. Il y a notamment 20 pages de souvenirs sur Saint-Malo qui sont à mon avis une merveille. Et puis il y a des quantités d'autres choses dans Ferry pour une autre fois. Gallimard, qui a accepté de rééditer tout Céline, Le Voyage, Noir à crédit, etc., édite Ferry pour une autre fois. Et là on s'aperçoit de ce que c'est que la conspiration du silence et la volonté de destruction d'un homme. Car Ferry pour une autre fois ne se vend pas, ou très 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 peu. Céline, qui avant la guerre a connu des tirages extraordinaires, qui était un personnage monstrueux, admiré, adulé partout, Céline n'existe plus pratiquement littérairement. Il a été tué systématiquement. Alors, on a voulu délibérément faire de lui un écrivain du passé. Le résultat, c'est que Ferry ne marche pas. La suite de Ferry, qui s'appelle Dormance, ne marche pas davantage. À ce moment-là, Gallimard dit à Céline, c'est un peu de votre faute, vous devriez vous faire connaître, vous devriez aller dans les cocktails, faire des réceptions, vous devriez parler. Céline, imaginez, ça ne marche pas. Mais Céline lui dit, écoutez, je pourrais peut-être écrire un tout petit texte pour expliquer mon œuvre. C'est ça, dit Gallimard. Écrivez quelque chose dans lequel vous parlerez de votre style, de votre art, etc. Et Céline écrit un petit truc qui s'appelle Les entretiens avec le professeur Y. C'est un petit livre qui est admirable et dans lequel il y a une explication de l'art célinien qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un livre très très intéressant pour les gens qui aiment la littérature et qui s'intéressent au langage, à la langue. Donc ce petit livre, qui ne marche pas davantage non plus d'ailleurs, je dois vous dire tout de suite, qui n'intéresse que quelques spécialistes. Mais ça ne fait rien. Céline continue et il va entrer maintenant dans une dernière ère de son œuvre qui est celle qu'il appellera l'ère des chroniques. Il fait de la chronique.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va raconter la chronique de ce qu'il a vécu depuis son départ de France, c'est-à-dire la traversée de l'Allemagne et l'exil au Danemark. La première de ces chroniques, c'est D'un château l'autre. Et D'un château l'autre va avoir un certain succès, ça va être le début de la Renaissance, parce que Roger Nimier, l'écrivain Roger Nimier, qui aime beaucoup Céline, a convaincu Gallimard que pour relancer Céline, il faudrait faire un article, quelque chose de très important, dans une revue très lue et très importante. Et finalement, on se décide à confier ça à Madeleine Chapsal, qui va faire un article dans le Nouvel Observateur. Et dans le Nouvel Observateur, pareil, c'est une interview de Céline. Pardon? L'Express. Ah, excuse-moi. Je ne savais pas pourquoi tu m'as ici. Non. Évidemment, je me trompe. C'est pas l'Observateur, c'est l'Express. Excusez-moi, l'Observateur de l'époque. Ouais. C'est dans l'Express. Madeleine Chapsal fait et cet article est lu et a un certain succès. Céline, de nouveau, on s'intéresse à lui, et les gens qui achètent D'un château l'autre après l'article de Madeleine Chapsal retrouvent un très grand Céline, et petit à petit, je vous dis, ça, c'est le moment du redépart. Alors, D'un château l'autre, je voudrais simplement vous lire une page. Si ça vous ennuie pas, je vous lis sans ordre une page de Céline. Moi, je fais pour mon plaisir. Je ne sais pas si vous... Non. Pardon. De l'interview? Non, de la Château l'autre. La date. Quelle date, il paraît? C'est alors 1955. Céline, Céline est déjà en France depuis 3 ans. Il y a eu Ferry, peut-être même 1956, peut-être. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et alors, D'un château l'autre, il y a, évidemment c'est aussi admirable que tout le reste, n'est-ce pas? Je voudrais simplement vous lire une page, parce que c'est également un aspect de la personnalité de Céline qui est là, c'est son amour et son intérêt pour les bêtes. Il parle de la chienne Bessie. C'est une chienne, c'est un berger allemand, qui a été abandonné par l'armée allemande au Danemark quand il était en exil. Ils ont recueilli cette chienne, ils l'ont adoptée, et elle les a suivis partout avec tous les autres animaux. Elle est allée à Menton, elle est revenue à Meudon, elle est maintenant à Meudon, où elle va mourir. Et voici ce qu'écrit Céline de Bessie. À Meudon, Bessie, je le voyais regretter le Danemark. Rien n'a fugué à Meudon, pas une biche, peut-être un lapin, peut-être. Je l'ai emmenée dans le bois de Saint-Cloud, qu'elle pouloppe un peu, elle a reniflé, zigzagué. Elle est revenue presque tout de suite, 2 minutes, rien n'a pisté dans le bois de Saint-Cloud. Elle a continué la promenade avec nous, mais toute triste. C'était la chienne très robuste. On l'avait eue très malheureuse là-haut. Vraiment la vie très atroce, des froids, 25 degrés, sans niche. Pendant des jours, des mois, des années, la Baltique prise. Tout d'un coup, avec nous, très bien, on lui passait tout. Elle mangeait comme nous, elle foutait le camp, elle revenait, jamais un reproche, pour ainsi dire dans nos assiettes, elle mangeait. Plus le monde nous a fait de misère, plus il a fallu qu'on la gâte. Mais elle a souffert pour mourir. Je ne voulais pas du tout la piquer. Lui faire même un petit peu de morphine, elle aurait eu peur de la seringue. Je ne lui avais jamais fait peur. Je l'ai eue au plus mal bien 15 jours. Oh, elle ne se plaignait pas, mais je voyais, elle avait plus de force. Elle couchait à côté de mon lit. Un moment, le matin, elle a voulu aller dehors. Je voulais l'allonger sur la paille, juste après l'aube. Elle ne voulait pas comme je l'allongeais. Elle n'a pas voulu. Elle voulait être à un autre endroit, du côté du plus froid de la maison, et sur les cailloux. Elle s'est allongée joliment, elle a commencé à râler. C'était la faim. On me l'avait dit, je ne le croyais pas, mais c'était vrai. Elle était dans le sens du souvenir. D'où elle était venue, du nord, du Danemark. Le museau au nord, tourné nord. La chienne bien fidèle d'une façon. Fidèle au bois où elle fuguait, Corceur, là-haut. Fidèle aussi à la vie atroce, les bois de Meudon lui disaient rien. Elle est morte sur 2-3 petits râles, oh, très discrets, sans du tout se plaindre, pour ainsi dire, et en position vraiment très belle, comme en plein élan, en fugue, mais sur le côté, abattue, finie, le nez vers ses forêts à fugue, là-haut, d'où elle venait, et où elle avait souffert, Dieu sait. Oh, j'ai vu bien des agonies ici, là, partout, mais de loin, pas des si belles, discrètes, fidèles. Ce qui nuit dans l'agonie des hommes, c'est le tralala. L'homme est toujours quand même en scène, le plus simple.
la mort de Bessie. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Hein. Je ne veux pas vous ennuyer. Non, pas du tout. C'est pas qu'on puisse. Je peux en parler. Oui. Eh bien, écoutez, de toute façon, cette partie-là, nous l'avons terminée. Je voudrais simplement 2 mots. À Meudon, Céline a reçu un jour 2 journalistes que je connais très bien, qui sont des gens avec qui je suis très ami, qui s'appellent Jean Guénaud et Jacques Daribourde. Et ils ont fait une interview très intéressante qui a été publiée par la suite de Céline. Et notamment, j'extrais une toute petite chose de cette interview parce qu'elle me paraît très importante. C'est ceci, n'est-ce pas? Une simple phrase qu'il leur a dite au milieu de certains développements, bien entendu. Il leur a dit « Shakespeare a le rire, ce qui est énorme. Et quand vous avez à la fois le tragique et le rire, vous avez gagné. » C'est l'art de Céline, n'est-ce pas? Et c'est en cela qu'il y a quelque chose de shakespearien, évidemment, dans son art, mais c'est ça. C'est le fait que la pire tragédie, puisqu'il a vécu la pire tragédie et qu'il a raconté la pire tragédie, il sait la traduire à travers le rire, et un rire qui est souvent énorme. Vous avez pu en juger tout à l'heure, n'est-ce pas, vous-même, à quel point ça peut être comique. Eh bien, quand on arrive à lier à ce degré le tragique et le comique, il le dit lui-même, on a gagné. Et en ce sens, je pense que Céline est un immense écrivain et qu'il a gagné. Trop gentil. Je vous remercie et je suis navré d'avoir eu l'air de vous interrompre à cause des impératifs de l'heure, mais c'était en réalité pour que nous puissions encore vous faire parler, c'est-à-dire vous poser des questions pendant la demi-heure qui nous reste. Et dans l'attente de ces questions, et puisqu'il devait être question ce soir un peu de Brasillac, je voulais rappeler que Brasillac a parlé de Céline, a connu un peu Céline, je crois, d'après Céline, qu'ils se sont rencontrés une seule fois. Céline a dit une seule fois, en fait ils se sont peu connus, mais Brasillac a été amené, dans ses causeries littéraires de l'Action française, à parler de Louis-Ferdinand Céline, et d'ailleurs, au départ, avec une certaine discrétion et sans... C'était pas exactement son genre. C'était pas son genre, oui. Et il disait ceci, si vous le voulez bien, j'ai le texte de son premier article sur Céline, je crois qu'on pourrait le citer parce que ça marque bien une certaine incompréhension de Brasillac au départ sur la manière de Céline. J'aimerais, je l'avoue, à lire le premier texte de Mort à crédit, car il doit bien exister. Les 2 premières pages du livre, par une erreur singulière, sont composées, à part 2 mots d'argot, dans un français articulé, très simple et très clair. Monsieur Céline n'a pas écrit, comme vous pourriez vous y attendre, hier, sur le coup de 8 heures, la mère Bérange, la concierge, elle est morte. Elle était vraiment vioque, tout ce qu'il y a de plus vioque. Il a écrit, hier, à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Et j'aime autant cette rédaction. Mais je n'en suis que plus inquiet sur l'authenticité des 695 autres pages du livre, écrites tout entières dans le style des phrases citées au paragraphe précédent. Autrement dit, ce roman dont on parle beaucoup me paraît une sorte de gigantesque traduction, avec tout ce que ce mot comporte de consciencieux et même, ma foi, d'un peu scolaire. Vous voyez, c'est le premier jugement de Robert Brasillac sur Mort à crédit. Il n'avait pas parlé du voyage au bout de la nuit. C'est son premier article sur Céline. Il en aura d'autres, et notamment il aura un article très admiratif sur Bagatelle pour un massacre, mais je crois qu'il était intéressant de voir ces réticences. Vous avez eu l'occasion de parler avec Brasillac de Céline? Non, à vrai dire non.
À vrai dire, non. J'aime beaucoup Robert Brasillac, qui était un ami, et pour qui j'ai même aussi de l'admiration, car il a fait des choses tout à fait remarquables. Je fais partie de la Société des Amis de Robert Brasillac, et je me rends à leur assemblée toutes les fois que je le peux, mais sur ce chapitre-là, je ne partage pas son opinion. Enfin, je ne pense pas. Je pense... Il y a peut-être quelque chose d'assez drôle dans ce qu'il dit, que Céline, dans un premier temps, écrive le texte d'une manière simplement scolaire, pour ensuite le transformer. C'est pas tellement étonnant. Donc je sais très bien que le travail littéraire de Céline, et tous ceux qui le connaissent le savent, était un travail d'artisan. C'était de l'artisanat. Et que ce qu'il faisait, il répétait 10 fois, 20 fois de suite ce qu'il avait écrit, il le transformait. Il le disait lui-même, moi je fais 80 000 pages manuscrites pour un bouquin, n'est-ce pas? Donc, il n'est peut-être pas étonnant qu'il soit parti, dans certains cas, d'un texte tout à fait simple, mais lui-même ne cachait pas que ce qu'il faisait, c'est du travail d'art, c'est de l'artisanat, c'est une fabrication. D'ailleurs, un autre article qu'il a écrit plus tard et où il parvenait à une meilleure compréhension de Céline, il se référait justement à ce passage que vous citiez tout à l'heure, et si vous le permettez, oui. Je vais le citer aussi. Brasillac est frappé tout de même par l'absence de lumière, dit-il, dans cet univers de Céline. Tout est-il donc perdu, se demande-t-il. Aucune lumière ne peut-elle donc luire dans cet univers condamné. J'ai cherché dans le voyage les petites lanternes du salut. Elles y sont, bien battues de la tempête. Sur son rivage africain, Bardamu rencontre une bonne brute de sous-officier. Il a dans une cassette le portrait d'une petite nièce, et pour elle, il reste 6 ans de suite aux colonies. Il souffre le soleil, la maladie, la mort possible, afin de pouvoir lui envoyer de l'argent. Et alors là, la citation de Céline, qui termine ce que vous avez cité tout à l'heure. Que je n'ai pas dit. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Il avait l'air bien ordinaire, ça serait pourtant pas si bête, s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Oui. Effectivement, j'ai oublié ce détail-là, j'ai oublié cette suite-là. Oui, évidemment, c'est l'explication. Ce rêve d'une distinction entre les bons et les méchants est admirable de naïveté et de... Oui. C'est toute la complexité de l'homme. Vous vouliez demander quelque chose, monsieur? Ah non, je ne crois pas, plus maintenant. Mais Je ne crois pas. Je sais que Moracredi, quand Moracredi a été publié, il a été publié avec l'accord de Céline, expurgé. Parce que l'éditeur se disait, on ne va jamais pouvoir faire passer ça, on va être poursuivi pour attentat aux bonnes mœurs, etc. N'est-ce pas? Ce qui fait que quand vous avez une première édition de Moracredi, il y a des blancs, comme un truc qui a été censuré, n'est-ce pas? Mais par la suite, maintenant, c'est réédité intégralement. Moi, quand j'ai réédité Moracredi, puisque dans mes tribulations, j'ai réédité Moracredi en 1948, j'avais fait une édition, j'avais reproduit les blancs, mais j'avais fait un tirage spécial où il y avait tout le texte. Dans les œuvres complètes de Céline qui ont paru il y a quelques années, les bagatelles pour un massacre ne figurent pas. Ah. C'est pas réédité. C'est pas réédité du tout. Non, c'est pas réédité, ça ne se trouve que d'occasion sous le manteau. Évidemment, nous connaissons tous, il y a 3 ou 4 bouquinistes à Paris qui en sont des spécialistes, vous les connaissez sûrement, et là vous pouvez avoir un bagatelle pour un massacre pour 800 francs, bien sûr. Alors, j'ai là une question de M. Paul Chambrion qui nous dit « Vos remarques sur l'état de l'Église par rapport au théâtre de l'époque, votre remarque est très justifiée. Mais aujourd'hui, que le paysage théâtral a bougé, après Eugène Ionesco et tant d'autres moins importants, ne pensez-vous pas que l'époque a rejoint l'Église, comme peuvent le faire penser les représentations de François Jox. Je vous signale que Paul Chambrion est un orfèvre en cette matière. C'est un critique théâtral qui a exercé pendant 25 ou 30 ans, alors il sait de quoi il parle.
Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Et je dois dire que j'ai vu l'église montée par François Jox, et moi je l'ai vu avec un très très grand plaisir. J'ai trouvé que c'était extrêmement... Le texte était très très bien rendu, même s'il n'y a pas cette construction classique de la pièce de théâtre que l'on trouve sur... Des années 30, absolument. Mais on peut voir le spectacle monté par François Jox, l'église, on peut le voir avec un très très grand plaisir, rien que pour le texte. Alors là, il y a une question justement qui est la suivante. Pourquoi Bagatelle pour un massacre, les beaux draps, l'école des cadavres sont-ils toujours censurés, interdits de publication? Est-ce à cause d'antisémitisme comme le prétendent les médiocres? Connaissez-vous la bande dessinée Voyage au bout de la nuit avec des dessins de Tardy? Très belle œuvre. Alors, oui. Il y a deux questions en réalité, je m'excuse de vous les poser ensemble. Tardy, ça a été un grand succès littéraire l'année dernière, le Voyage au bout de la nuit. En soi, bon, je ne suis pas contre les illustrations de Tardy, c'est pas mal fait. Ça n'est pas toujours très célinien à mon avis, mais enfin, c'est bien fait. C'est bien fait. L'autre question, c'est... Pourquoi cette censure à la lettre. Tout dépend de Lucette Détouche, de la veuve de Louis-Ferdinand Céline, qui a les droits. Or, elle ne donne pas l'autorisation, et cela évidemment sur le conseil de son avocat, maître François Gibault. Voilà. Donc, ça s'arrête là, en principe, n'est-ce pas? Parce que c'est tout, n'est-ce pas? C'est pas autre chose, vous savez. Non, qu'il y ait tout un contexte, moi, elle m'en a parlé, bien sûr, je la connais très très bien, je la vois souvent. Bien sûr, elle a reçu des menaces, vous savez. Elle a reçu des lettres de menaces. Enfin, toujours est-il que, se fiant au conseil de François Gibault, son avocat, elle ne donne pas l'autorisation. Alors qu'il y a je connais des gens qui seraient très contents. Mais le résultat, c'est qu'il y a des éditions pirates. Exactement. Voilà. Depuis 25 ans, il y a eu de nombreux... Oui, je dois dire que François Gibault, que je connais bien, effectivement, qui a été interrogé de nombreuses fois sur une réédition possible, est interrogé comme sont interrogés les avocats des éditeurs. On leur dit, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas risque de poursuite en rééditant cet ouvrage? Or, étant donné la loi de 1972, qui d'ailleurs risque d'être renforcée bientôt, il va sans dire que les risques de poursuite sont grands concernant les œuvres dont il est question. Ce qui fait que l'avocat prudemment répond, oui, je déconseille. Bon, le résultat, c'est que cet écrivain, qui est un écrivain immense, est le seul écrivain contemporain qui a 4 livres absolument, ou 3 livres absolument interdits dans son œuvre, et qui est un des plus grands écrivains du monde. Il est le seul. La liberté de publication et la liberté d'édition existent pour tout le monde, sauf pour Louis-Ferdinand Céline, qui fait honneur à la langue française. Par une étonnante prémonition, Robert Brasillac, pour revenir à lui, en 1938, faisait paraître un article sur Bagatelle pour un massacre, et l'article commençait de la façon suivante. Il y a un livre dont on ne dira pas un mot à la radio. Il y a un livre dont les journaux bien pensants ne parleront pas, ou bien auquel ils feront allusion en termes distingués et réprobateurs. Il y a un livre dont les feuilles de gauche ne diront rien, ou peut-être, pour les plus maladroites, quelques mots méprisants. Il y a un livre dont il est bien possible qu'on entrave la mise en vente, la diffusion. Il y a un livre contre lequel va s'établir la conspiration du silence, plus encore que celle de l'attaque. Ne serait-il pas d'une criante injustice que nous n'en signalions pas tout d'abord et avant toute réserve la verdeur, le courage, la fougue? C'est l'énorme volume du célèbre auteur du Voyage au bout de la nuit, c'est Bagatelle pour un massacre. Voilà, c'était écrit en 1938. C'était assez prémonitoire. À la parution. Une autre question. Gaston Gallimard était peiné d'avoir raté Céline. Il l'était d'autant plus qu'il avait de même loupé Marcel Proust. Absolument. Dans un premier temps, si mes informations sont exactes. Oui, c'est sûr. Oui, ça a été les deux grands loupés de la vie de Gaston Gallimard. Il a raté Marcel Proust à cause de Gide, d'ailleurs. Car c'est Gide, qui était lecteur souvent à la NRF, qui avait lu le premier... Alors, des jeunes filles... Non, le premier, du côté de chez Swann. Le premier de la recherche du temps perdu. Il avait lu,
Et Gide avait trouvé qu'il y avait beaucoup trop de duchesses et de nobles dans ce qu'écrivait Proust. Mais il y a